merci d'être venu, parce que c'était une journée pas si simple. Merci à Pierre d'être venu, parce qu'il a traversé les manifs pour arriver jusqu'ici depuis la gare. Donc bravo. Voilà. Pas de larmes, les lacrymos, c'est passé, tout ça. Moi, je suis Grégory, je dirige ici Lundi, et je suis ravi de t'accueillir, Pierre, ici, pour plein de raisons. Parce que Preto, c'est une belle référence dans la FinTech, donc c'est un gentil honneur que nous accorder du temps. Deuxième truc, c'est que Preto fait partie des startups qui ont investi à Nantes aussi, qui ont mis des équipes, qui ont mis la compétence et des ressources ici à Nantes. Donc, merci de nous avoir choisis. Je crois que c'est un des, enfin, avec Paris, c'est un des deux pôles importants quand même. Il y en a que deux. Il y en a que deux. Voilà. T'as peut-être 2-3 remotes qui traînent. Ouais, et des remotes, c'est ça. Ok. Et puis le troisième truc, c'est que Marion, qui a organisé cette je sais pas où elle est. Elle est là. Ah, t'es là. Je vois que tu pouvais pas. Marion, qui a organisé ça, m'a dit que t'étais sympa. Et voilà. Donc trop bien. Moi, je vais, on va, comme d'habitude, te donner un peu de temps. On a dit qu'on focaliserait peut-être, en fonction de l'entretien, sur les logiques de culture d'entreprise, pour savoir comment la culture accompagne la croissance ou la croissance accompagne la culture. Enfin, on en débattra. Assez rapidement, si vous en avez envie, je donnerai la parole à l'audience pour un peu personnaliser, parce que moi j'ai des questions, mais elles ne sont pas toujours pertinentes, donc c'est bien de les mixer avec vos propres enjeux. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc merci à tous en tout cas, et merci à toi Pierre. Pour rentrer dans le vif du sujet, moi je vais plutôt te laisser parler un peu de toi, un peu de Preto, un peu de FinSpot aussi, juste que tu en ordonnes le contexte. Et aussi peut-être quelques chiffres un peu pour qu'on se remette dans le contexte de ton aventure Preto et FinSpot. Très bien, merci beaucoup. Déjà, je suis ravi d'être ici, en présence de Marion et Thibaut qui ont accompagné l'implantation du site de Nantes pour Preto. Donc, juste quelques mots sur moi. Déjà, moi, je suis nantais, donc ça me fait très plaisir de parler de mon aventure dans le contexte un peu de l'écosystème nantais. J'ai toujours vécu à Nantes, mais ma famille est toujours à Nantes. Le fait qu'on ait implanté un site à Nantes est un peu lié à ça, même si on avait fait un choix très très business en considérant que c'était un très 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 bon bassin d'emploi pour se développer. Moi, je suis ingénieur à la base. Ensuite, j'ai fait du conseil en stratégie au BCG à Paris et à Londres. Ensuite, j'ai travaillé avec Pierre Kosciusko-Morizet dans une sorte de think tank entrepreneurial pendant 1 an. C'est là que j'ai rencontré Renaud Pestre, qui est le cofondateur de Preto. Et fin 2016, on a commencé à se mettre sur ce créneau-là et on a monté la boîte en début 2017. Donc, ça fait maintenant un bon moment. Je raconte un peu... Ouais, bien sûr, vas-y. Voilà, les points clés un peu comment on a vu notre positionnement sur le marché, comment ça s'est développé. Alors déjà, on a monté la boîte en début 2017. La boîte s'appelle FinSpot. Ça a son importance par la suite puisque maintenant, cette stratégie un peu multimarque devient visible. Donc on a monté FinSpot en début 2017 avec une première marque et une première offre commerciale qui s'appelle Preto. Donc l'idée c'était de simplifier l'accès au crédit immobilier de manière générale, en commençant par un service d'accès au crédit immobilier en ligne. Donc on voulait simple, facile, réactif, donc quelque chose d'assez pas révolutionnaire dans l'ambition. Le point un peu clé qui a jeté les bases de notre vision, c'est on voulait que l'internaute puisse avoir de manière très rapide, anonyme, sans avoir à donner ses coordonnées, avoir une simulation qui veuille dire quelque chose pour son crédit immobilier. On voulait, à la manière de l'expérience qu'on aime quand on cherche un billet d'avion, quand on cherche un hôtel ou un truc comme ça, on voulait ne pas avoir à parler à quelqu'un ou à faire un rendez-vous pour savoir si tel projet il est faisable ou pas, à quel prix, sachant qu'à l'époque, sur Internet, pour du crédit immobilier, c'était des sites statiques avec un tableau avec des taux un peu tête de gondole
pour appâter le chaland. Derrière, des formulaires interminables, un login wall, et ensuite on se faisait rappeler. Donc on a voulu mettre ça sur le marché. Donc ça revient à faire un simulateur qui dit vraiment la vérité sur une demande de crédit en quelques minutes. En fait, on s'est rendu compte que les gens ils voulaient ça aussi, mais par contre que c'était hyper dur. On ne pensait pas que ça allait être aussi dur, parce que la particularité du crédit immobilier, c'est que c'est pas déterministe complètement. Les règles, contrairement à d'autres métiers justement comme d'autres marchés comme les billets d'avion, les hôtels, même l'assurance, un peu plus proche dans la finance. Tout ça, c'est à peu près déterministe, c'est-à-dire il y a des web services des compagnies aériennes, des hôteliers, des assureurs pour savoir quel est le prix, quel est le produit, quelle est la quantité disponible et tout. Dans le crédit immobilier, il y a pas trop ça parce que l'octroi de crédit dépend d'un jugement humain. Et donc, en fait, pour créer ce simulateur-là, on a dû un peu rétro-ingénierer la manière d'octroyer les crédits de toutes les banques. En faisant des choses à la fois simples et un peu plus sophistiquées, on a empilé des couches de données. Il y a un premier niveau d'information, c'est les banques nous donnent quand même des informations sur quel type de prêt ils font ou pas. Mais en fait, pour aller finement dans la précision, il faut observer les flux de demandes qu'on a et apprendre des réponses données par les banques. Donc c'est assez simple. Hein. Au début, c'est pas de la big data, c'est de la smart data. On fait des analyses assez basiques, mais on le fait proprement. Et puis on était les seuls à avoir cette approche-là. Donc en gros, on envoie des flux dans les banques. Si ça dit oui, ça dit non, on se trompe un peu, on corrige. Voilà. Donc plus on a d'informations, plus c'est précis. Et du coup, ça a permis d'avoir ce simulateur-là qui a drainé beaucoup de demandes. Ça a été très très valorisé aussi par Google parce que un des principes de SEO, c'est de faire des choses qui sont vraiment utiles aux gens. Donc les gens, vu que ça donnait de l'information très très pertinente, ils jouaient beaucoup avec et tout. Et ça nous a aussi ensuite sur la chaîne de production des crédits, c'est les mêmes moteurs qui servent derrière à faire de l'aide à la décision pour nos experts crédits. Donc savoir le plus finement possible ce que vont dire les banques avant de les interroger, ça permet d'être plus efficace dans l'orientation des flux. Donc voilà. Donc, je suis rentré un petit peu dans le détail pour le fondement de la chose. Fast forward. Ouais, quelques chiffres. Quelques chiffres. Ouais. Un peu on a commencé, on avait rien. Salut Ulrich. Je connais tout le monde ici. Hein. Non, pas du tout. Donc ça, on a commencé de zéro. Parenthèse, au début, on n'avait pas de banque. Parce qu'il faut construire la demande et l'offre. Au début, on n'avait pas de banque partenaire. Il faut faire le démarchage de toutes les banques. Donc au début, on faisait passer les dossiers chez des petits courtiers. Le client ne savait pas. On prenait du coup la demande et puis on allait la convertir un peu à la mano chez les courtiers. Au bout de 5 ans, donc à peu près 2021-2022, on a atteint 1 milliard de production de crédit par an. Ce qui est à la fois gros au niveau d'une entreprise, mais c'est une goutte d'eau dans le marché. Le marché, c'est 250 milliards à peu près de crédit immobilier. Et à partir de 2022, on a fait une série B. Et là, on a décidé de matérialiser notre stratégie qui allait au-delà d'un service en ligne Préto par l'ouverture de notre plateforme à d'autres cas d'usage. Premier cas d'usage séparé de Préto, c'est la création d'un service pour des courtiers indépendants en marque blanche où on leur permet d'accéder à notre infrastructure de crédit, c'est-à-dire les outils, les processus qualité, la gestion documentaire, l'offre bancaire, les tuyaux pour accéder aux banques et tout, mais sous leur marque de manière beaucoup plus agile. Et ça, on a créé ça premier trimestre 2022 sous une marque B2B qui s'appelle All-in. Et ça marche très fort. Très bien. Aujourd'hui, c'est combien de... Tu dis 1 milliard de dossiers, c'est combien de clients derrière? C'est combien de... Alors, un crédit chez nous, c'est à peu près 300 000 euros. Okay. On a un panier moyen qui est élevé parce que
notre mode sur Préto, ça attire pas mal des urbains CSP+. Ouais. Donc c'est 300 000 euros, alors que la moyenne du marché, c'est plutôt 220 000. Donc 1 milliard, c'est un peu plus de 3 000 clients finalisés. Okay. Sachant que c'est un business de très gros flux, très faible, assez faible taux de transformation. Quelques chiffres, on a à peu près 10 000 clients qui s'inscrivent chaque mois et on convertit entre 5 et 10% de ces clients-là en fonction des canaux. Et parce que tous n'empruntent pas, parce que c'est concurrentiel, parce qu'il y a plein de raisons. Il y en a pas mal qui s'inscrivent et qui concrétiseront peut-être un projet dans 6 mois ou dans 1 an, en particulier en ce moment où il y a pas mal d'attentisme. Et c'est concurrentiel, donc ça fait partie du modèle que des gens viennent s'inscrire sur Préto et aillent aussi voir des banques. Et voilà. Et en termes de people, d'effectifs, c'est quoi Préto aujourd'hui? Alors aujourd'hui, du coup, FinSpot, avec Préto, All-in et la totalité, c'est 230 personnes. Ok. Voilà. Très bien. Dont 50 à Nantes. Dont 50 à Nantes. Ouais. Ok. Il y a un contexte en ce moment. Enfin, effectivement, dès qu'on parle de crédit immobilier, en ce moment, on est plutôt dans une zone un peu turbulence. Comment vous abordez ça? Parce que j'imagine que finalement, il y a probablement moins d'offres, moins de demandes, moins de tout. Comment ça se gère dans un moment particulier? Ouais. Est-ce que c'est un regard d'opportunité? Est-ce que c'est un regard plutôt défensif? Alors, c'est un peu les deux. Donc, ce qui s'est passé déjà d'un point de vue marché crédit immobilier, donc il y a une très forte remontée des taux, ce qui a, courant 2022, d'abord asséché l'offre de crédit. Les banques ont un peu fermé le robinet du crédit parce qu'elles étaient bloquées par le taux d'usure, qui est le taux maximum auquel elles ont le droit de prêter. Donc, une partie des banques se disait c'est pas assez profitable, donc je réduis la voilure. Donc, en 2022, on a eu une situation où la demande était encore dynamique parce que les taux ils ont augmenté vite, mais ils étaient encore à des niveaux attractifs. Et assèchement de l'offre. Donc ça, concrètement, dans notre métier, ça fait que les taux de transformation ils diminuent. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Et là, en 2023, ça va être un petit peu l'inverse, c'est-à-dire techniquement, le taux d'usure il augmente, donc il va progressivement plus y avoir de problème de profitabilité des banques qui vont pouvoir prêter à des taux qui leur permettent un niveau de profitabilité minimum et OK. Par contre, on atteint des taux élevés et là, il y a un problème de demande. C'est moins attractif pour les clients d'emprunter. Les budgets d'achat diminuent parce que les taux augmentent, alors que les prix des biens immobiliers n'ont pas encore beaucoup baissé. Et donc il y a un problème de demande. Après, on est quand même dans un très gros marché, c'est-à-dire nous, on pense que le marché, comparé au pic de 2021-2022, il peut perdre jusqu'à 30% en nombre de transactions, pas en prix, en nombre de transactions. Ça fait quand même un marché à plus de 800 000 deals par an. Donc ça reste un gros marché. Ça a plusieurs conséquences pour une boîte comme nous. La première, c'est que on fait pas les business plans parce qu'on l'a pas vu venir. Donc ça, voilà, faut s'adapter. La deuxième, c'est que c'est aussi des opportunités parce que on est dans un marché qui est pas très très structuré. Il y a plein d'acteurs qui ont pas les reins très solides. Donc nous, on voit ça aussi comme une manière de gagner des parts de marché, d'avoir une approche de résilience, et je viendrai ensuite sur le sujet du financement parce que c'est aussi d'actualité en ce moment. On a des concurrents du coup qui réduisent plus la voilure que nous, et quand on regarde à moyen terme, le marché repartira. Le marché immobilier français il est hyper résilient, les banques sont fortes, prêtes à taux fixe, donc c'est temporaire, et donc on considère que un acteur comme nous qui est bien capitalisé, qui a une vision long terme, c'est aussi une opportunité. Parce que ça rebat les cartes, et donc on est vraiment dans cette optique-là. On a aussi eu l'opportunité d'accélérer sur un produit complémentaire qui est l'assurance emprunteur, qui pour le coup là a été un peu contracyclique puisqu'il y a une loi de libéralisation qui est passée en septembre 2022. Donc on a réalloué certaines ressources pour nous adapter.
Donc, nous, c'est un peu la double peine parce que donc, on a notre marché qui est hyper impacté. Par ailleurs, la hausse des taux, ça a aussi un impact sur le financement des boîtes de croissance. Donc, en parallèle d'avoir un marché qui est hyper challenging, on peut pas lever des fonds, en gros, pour faire simple. Donc, faut s'adapter. Okay. Voilà. Et ça veut dire quoi, s'adapter, là, pour le coup? Parce qu'effectivement, entre un écosystème startup qui souffre de ces problèmes de financement, et puis en fait, vous, dans un environnement fintech là, qui est directement impacté, vous visez toujours de la croissance Alors, non, enfin oui, mais moins. Donc, s'adapter, ça veut dire réduire la croissance. Et accepter. Et accepter de réduire la croissance. Ouais. Et viser la rentabilité. Donc, nous, on n'est pas encore rentable, mais on se dirige vers la rentabilité maintenant de manière assez nette. Et on a vu le marché des investisseurs changer du tout au tout au niveau des attentes. Fin 2021, quand on levait des fonds, nous, on était sur une trajectoire d'à peu près... Vous avez levé quoi, 30 millions, je crois? La dernière levée, c'est 30 millions, ouais. On était sur une tendance, on faisait de la croissance de un tout petit peu moins de 100% par an, ce qu'on trouvait déjà pas mal. Mais dans le monde de la deuxième partie de 2021, il y a une bonne partie des investisseurs pour qui c'était pas assez. Et par contre, le niveau de burn, tout le monde la renta, c'était pas grave. Voilà. Et là, ça a changé du tout au tout. Les mêmes investisseurs disent non, mais il faut de la rentabilité. Si tu fais que 30% de croissance, c'est pas grave. Voilà. Donc, objectif renta. Ouais. Ok. Très bien. Il paraît que c'est bien. C'est structurant. Il se trouve que moi, je suis un peu plus à l'aise dans ce... Voilà, c'est un peu extrême, mais le monde de avant 2022 où il y avait quand même pas mal d'illusions sur certains business models et tout, où nous, presque, si tu faisais pas 200% de croissance, t'avais presque pas voix au chapitre. C'était pas si facile que ça de lever des fonds, hein, pour nous. On a réussi, mais c'était pas si facile. Il y avait une forme d'excès. Vous consommiez pas assez de cash, en fait. C'était trop prudent. Ouais, peut-être, je sais pas. Enfin voilà. Donc en tout cas, moi, je trouve ça aussi un intéressant. À la raison, quoi. Ouais. Je suis pas mal à l'aise dans un contexte comme celui-là. Très bien. On en a parlé juste avant, mais je serais assez curieux. Moi, je suis pour le coup hyper admiratif là de ces boîtes là qui ont structuré, levé, généré de la croissance. Enfin, tu vois, 230 personnes dans l'effectif, c'est costaud, quoi. Sans forcément rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi pour toi les 2-3 ingrédients du succès? Qu'est-ce qui a fait que... Parce que quelque part, c'est un marché assez traditionnel. Tu vois, tu le dis toi-même, hein, c'est pas prêter de l'argent à des gens qui achètent il y en a plein qui s'en occupent. Pourquoi vous avez trouvé votre place? Comment vous avez réussi à aller aussi vite? Alors que vous n'étiez pas le seul à vous en occuper. Alors, vous n'êtes pas le seul à avoir eu quelques succès non plus, mais qu'est-ce qui a fait là, le succès de Preto notamment? Ouais. Alors, il y a pas mal de choses. Déjà, c'est un très gros marché. Ça, c'est hyper important quand on monte une boîte. Enfin, c'est un peu tarte à la crème, mais la taille du marché, ça fait que tu peux te chercher un peu sur quel segment t'adresses, si t'es bon sur l'un, un peu moins bon sur l'autre et tout. Tu peux rebondir, quoi. Et le marché du crédit immobilier est juste énorme. Donc ça aide. L'autre truc, c'est le timing. Finalement, on fait quelque chose avec Preto, on a fait quelque chose qui est évident maintenant et qui commençait tout juste à être hyper naturel pour les consommateurs il y a 6-7 ans, qui est de donner tous ces documents en ligne pour faire un crédit. Donc, le timing, c'était clé. Il y a des gens qui ont pu essayer ça 5 ans, 10 ans avant. D'ailleurs, Meilleur Taux, dont on connaît bien le fondateur, il avait cette vision-là en 99. Il a commencé. Mais en 99, on ne laissait même pas notre numéro de carte pour acheter une place de spectacle. Les gens avaient peur et tout. Et donc, il y a le timing. C'est-à-dire, je pense que le marché il était mûr pour une offre complètement online. Et l'autre ingrédient du succès, c'est que
tout le monde se disait que le marché il était déjà bien pris par des acteurs costauds. Nous, on a vu que c'était pas le cas parce que c'est un marché hyper éclaté. Les gros acteurs qu'on connaît, Meilleur Taux, ils pèsent toujours d'ailleurs que 4% du marché, donc c'est pas très gros. Et ce qu'on a aussi compris, c'est que ce marché, il s'est tellement bien porté avec un modèle traditionnel, des agences de courtage en crédit, quoi, que les gens, ces acteurs-là se sont concentrés sur ouvrir des boutiques, voilà, même s'ils avaient une activité web. Donc, je pense qu'on a compris que ils n'avaient pas besoin d'être très bons sur le modèle que nous on voulait faire, qui était vraiment excellent, une expérience excellente online à distance, parce que ça se passait bien par ailleurs. Et il n'y avait pas urgence à refondre le modèle, quoi. Non, il n'y avait pas urgence. En plus, ces acteurs-là, ils étaient sous LBO, donc tant que ça marche, il n'y a pas de raison de prendre de risques et tout. Et donc ça, on l'a bien compris. Et voilà. Pour connaître certains des anciens, on a toujours évalué aussi la performance de Préto à sa performance commerciale, quelque part. Parce qu'il n'y a pas qu'un processus qui dit je vais en ligne et... non, pas du tout. Et voilà. Comment et puis avec quand même une petite armée de personnes aux ventes, ou en tout cas au service client en général, de la vente à l'expérience. Qu'est-ce qui... ça, c'était important pour vous, cet enjeu vous l'avez très vite vu Oui. Oui, on l'a très vite vu. On n'a pas tout de suite été bon là-dessus, parce que nous, on est deux ingénieurs, mais alors que c'est un métier très, très commercial. J'ai parlé du simulateur qui crée une demande, mais ensuite, ça crée des leads, en fait, et il faut être hyper bon commercialement. Faut accrocher, faut convaincre, faut donner confiance, le tout à distance. Maintenant, on fait de plus en plus de visio, mais au début, c'était que du téléphone. Donc, ouais, on a développé une machine de sales. Donc, on a vite compris que c'était très important et on s'est organisé. Assez vite, on a pris un head of sales qui était rodé, qui venait notamment qui avait fait ses armes chez Groupon. Et on s'est fait conseiller. On a parlé à plein de gens qui étaient dans les ventes. On a lu des trucs, voilà. Puis on s'est pas mal trompé aussi. Ouais. Ok. Et c'est quoi en répartition d'effectifs aujourd'hui? C'est quoi les grands métiers là dans les 230? Les grands métiers. Alors au sens large, les opérationnels. Donc c'est experts crédit, ce sont des technico-commerciaux en crédit. C'est 70 personnes et en assurance, ça doit être une grosse quinzaine de personnes. À la périphérie de ces métiers-là, il y a des assistants, du support. Donc, au global, ça fait 110-120 personnes aux opérations, en comptant les managers. Ensuite, on a une quinzaine de personnes au marketing, une trentaine de personnes sur la tech produit. Ensuite, des fonctions centrales type finance, HR. Et maintenant, on doit avoir une quinzaine de personnes sur le projet B2B All-in. Okay. Je ne sais pas si ça somme à 230, mais ça ne doit pas être très loin. On ne doit pas être loin. Et justement, là, pour rattraper un peu le sujet qu'on voulait mettre en exergue, on parle beaucoup de culture d'entreprise. On sait que, quelque part, on en parle beaucoup dans les logiques de croissance. Et quelle culture pour quelle croissance? Quelle culture pour quel objectif? J'arrive jamais à savoir, ou en tout cas c'est toujours la question que je me pose, c'est est-ce que la culture c'est un outil de la maîtrise de la croissance ou est-ce que en fait c'est probablement ce qui fait la croissance? J'imagine que c'est probablement un peu des deux. Comment vous la place de ces repères culturels, de cet esprit d'équipe et de cette culture d'entreprise, vous l'avez vu, perçu et assimilé ou en tout cas intégré rapidement ou pas d'ailleurs? Ouais. Alors on l'a structuré assez tôt, enfin même très tôt. Schématiquement, je vais pas faire la théorie, mais la culture c'est en gros des valeurs et des comportements, des pratiques quotidiennes. Voilà, c'est un peu deux choses différentes. Nous on a formalisé très tôt les valeurs qui sont les mêmes depuis le début. Donc, on devait être 6 ou 7 dans la boîte et on les a formalisés. Donc, on les a
Et ça, rédiger. Ouais, rédiger, expliquer, voilà. Et on a créé des mécanismes pour nous donner les chances de les faire vivre. Je vais pouvoir un peu préciser lesquels c'est. Et sur les autres aspects, plus les pratiques, les rituels, les comportements, on ne l'a pas formalisé, mais on a des choses quand même assez marquées. Voilà. Pardon, est-ce que tu as... Est-ce que la culture, enfin, ou les valeurs, ou en tout cas la formalisation que vous en avez faite, c'est parce que tu dis que tu l'as fait très tôt. Est-ce que c'était le reflet de quelque chose de déjà existant, ou est-ce que tu l'as transposé aussi dans les ambitions? Je ne sais pas si tu perçois le... Est-ce que c'est vous, ce que vous avez mis dedans en tant que cofondateur, ou est-ce que, évidemment, vous vous projetez aussi dans votre besoin de transformation, dans ce que vous avez besoin de faire progresser? Vu que c'était tôt, c'est plutôt la première version. C'est vraiment une volonté. Okay. C'est pas... on n'a jamais été dans une situation où là, on a cette problématique. Faut qu'on fasse un travail sur la culture. Okay. On n'est pas dans une logique de transformation, ce qui peut exister dans d'autres boîtes, dans des plus grands groupes. Donc non, nous, on a acheté les bases, c'est une volonté, on voulait ça, et donc on l'a fait comme ça. On s'est toujours... sur ta question, le lien avec la croissance, moi je le vois comme... les valeurs et la culture, c'est un peu un safe space qui est absolument nécessaire dans un contexte de croissance, parce que dans un contexte de croissance, c'est turbulent, il y a des accidents, il peut y avoir des comportements qui sortent du cadre ou quoi que ce soit, parce que tout le monde... Plus de personnes, voilà, plus de voilà, tu peux te tromper, voilà, tu t'en demandes beaucoup aux gens et tout. Et la culture, ça sert et les valeurs, ça sert à bien cadrer tout ça, quoi. Donc nous, on a défini 4 valeurs très tôt, et on a mis un mécanisme en place, il peut y en avoir plein, pour s'assurer qu'elles vivent. C'est qu'on a construit notre suivi de développement individuel régulier, donc des entretiens de feedback sur cette grille de valeurs. Donc c'est très tôt pour chaque métier et chaque, on va dire, niveau de responsabilité. On s'est dit, par exemple, on a une valeur, c'est l'exigence. Ok, je suis expert crédit, ça veut dire quoi être exigeant? Et comme ça, c'est une des manières de se mettre le nez et de se confronter à nos valeurs sur du concret. C'est exigence, responsabilité, humilité et bienveillance. Ok. Je vais... Pardon, mais quelque part, elles sont assez évidentes, si tu veux, ces valeurs-là. Enfin, je veux dire, on pourrait construire un paquet de boîtes autour de ces 4 repères. Parce que tu sais, on se moquait parfois des boîtes un peu traditionnelles qui affichaient leurs valeurs au mur et qui, évidemment, ne les respectaient pas beaucoup, ou en tout cas, c'était un peu bullshit. Mais formulé comme ça, c'est assez basique. Ça semble assez évident. Et donc, qu'est-ce qui fait que, justement, elles ont été plus fortes que l'évidence? Comment vous y êtes accroché à ça? Parce qu'on on dit exigence, humilité, bienveillance, tu vois, tout ça, on a tous envie de le dire, tu vois. Ouais, c'est un point hyper important là que tu pointes. Ça doit pas être évident, des valeurs, ça doit être caractéristique. Et je suis pas d'accord sur le fait que c'est évident. Il y a d'autres boîtes qui se construisent sur d'autres choses. C'était pas un reproche. Je sais, juste que tu peux construire des boîtes autour de ça. Ouais. Non, le paquet de boîtes qui. Ouais. Donc le point important, c'est que ça soit caractéristique, c'est-à-dire que des gens ou des comportements soient cohérents avec ces valeurs et que d'autres le soient pas. Et comment ça devient caractéristique? C'est souvent sur des choses assez négatives. Je m'explique. C'est quand ce cadre de valeurs est le point de référence à la gestion de situations problématiques. Par exemple, recadrer quelqu'un qui se comporte pas bien, ou aller jusqu'à décider de se séparer de quelqu'un. En fait, dans des situations comme ça, tout le temps, c'est un problème de désalignement avec les valeurs. Et nous, on est assez transparents, et donc assez tôt, quand on a par exemple un problème avec un salarié,
moi je considère que c'est une énorme opportunité ensuite de raconter pourquoi on a décidé de traiter la situation comme ceci, comme cela, en lien avec les valeurs. Et du coup, ces valeurs deviennent pour le coup plus du tout évidentes et plus du tout universelles. Parce que vous avez bien vu, dans cette situation-là, on était décalé, quoi. Et tu vois, une nuance, par exemple, que j'introduis quand c'est moi qui présente les valeurs à chaque onboarding. Et justement, je prends le soin de montrer que c'est caractéristique et que c'est pas du tout universel, quoi. On a choisi exigence et pas excellence. Alors qu'une autre boîte pourrait choisir l'excellence. Et ça apporte des choses assez précises. Par exemple, l'excellence, t'as pas trop le droit de te tromper même une première fois. Si tu es censé être excellent, voilà. Exigence, pas du tout. Exigence, c'est t'as le droit de te tromper une première fois, c'est même le droit à l'échec. Voilà. Par contre, pour nous, t'as pas beaucoup le droit de te tromper la deuxième fois. Tu vois, sur la même chose. Et ça, c'est pas du tout universel. Tu vois, tu pourrais très bien avoir des boîtes où non, c'est ok, ou alors il y a vraiment des boîtes où la première fois que tu te trompes, ça pue, quoi. Tu vois. Non, mais c'est pour ça que, encore une fois, si tu peux avoir des mots-clés qui sont d'une certaine manière évidents, mais c'est la manière de les incarner et de les appliquer au quotidien qui font le truc. Moi, je sais que je me souviens, c'est quelqu'un qui dit ça, mais c'est quelqu'un dont on ne cite plus beaucoup le nom dans l'écosystème startup. Oussama Hamar. Et en fait, il disait il faut que les valeurs, il faut que la culture soit clivante et tranchante, quoi. C'est-à-dire en disant, à un moment donné, à la fois il faut que ce soit un outil d'action, et puis autant que faire se peut, il faut qu'il y en ait qui se sentent dedans et d'autres pas dedans. Et c'est tant mieux qu'il y en ait qui se sentent pas dedans, quoi. Tout à fait. Okay. Ouais. C'est peut-être pas de lui, mais c'est très vrai. En tout cas, je l'ai entendu dire ça. Non. Effectivement. Mais c'est le point le plus important des valeurs. Je suis d'accord. C'est le point le plus important. Il faut que des gens se reconnaissent. Et pour avoir un sentiment d'appartenance, il ne faut pas que ça convienne à tout le monde. Ouais. Ça, c'est hyper important. Ouais. Et je redonnerai la parole, mais il y a un truc que tu as dit, et puis on en a parlé aussi en avance, c'était la culture de l'ingénieur. Moi, je dis assez souvent que on est assez frappé entre la différence, notamment avec les US, entre les US et la France, où plutôt la France a un écosystème startup qui est très dirigé par des écoles de commerce, enfin, des sortants d'écoles de commerce, HEC, etc. Et puis aux États-Unis, si tu regardes toutes les grosses startups, en fait, c'est des ingés à la base, des CEO sont encore des ingés. Donc bravo de t'être frayé un chemin parmi les HEC. Comment elle résonne cette culture ingénieur? Tu l'as pointé du doigt en disant en fait on est des ingés, pas des commerciaux, et donc il a fallu qu'on s'adapte. Comment elle résonne dans d'autres éléments de la culture Préto? Et comment toi tu perçois ça comme une différenciation positive? Je sais pas. Ouais, alors déjà, je pense que ça a pas mal changé. Ces dernières années, il y a pas mal de très très belles boîtes en France qui sont montées par des ingés. Mais comment ça se traduit? Je sais pas, vous pourrez demander à ceux qui ont travaillé avec nous, mais je pense que pour être un peu schématique et tarte à la crème, un peu, je pense qu'on est pas aussi bon en communication externe, par exemple, que la qualité de ce qu'on construit en interne. Je pense que ça, c'est la réalité. Il y a d'autres profils de fondateurs qui vont faire un peu l'inverse. Du coup, et je pense qu'on a structuré. C'est assez naturel pour nous de structurer les choses un peu vite et bien, assez tôt, sur pas mal de sujets. Voilà, je pense. Après, c'est un peu lié à la culture aussi, mais quand tu es un esprit un peu scientifique, c'est assez naturel d'être no bullshit, et ça se ressent, je pense, en interne. On parle de chiffres, on parle de données. Quand il y a des problèmes, on les met sur la table et tout. Alors, je dis pas que des gens qui sont pas ingénieurs font pas ça, mais quand tu as un esprit scientifique, c'est très dur de vraiment faire autrement, quoi. Et ça, pareil. Je pense que les gens il y a une bonne partie des gens du coup qui apprécient ça dans une boîte comme la nôtre. Et par contre, des gens qui préfèrent, sont plus enthousiasmés par des paillettes, des trucs comme ça, d'autres boîtes un peu plus
un peu plus start system dans l'écosystème. Je sais que parisien, je sais qu'il y en a qui préfèrent d'autres fondateurs. C'est aussi une manière d'être clivant, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Okay. Mais on l'a pas trop théorisé, quoi. On peut pas tellement faire autrement, je pense. Non, mais c'est vrai qu'il y a des différences structurelles dans la manière dont les boîtes sont conçues. Ce qu'on avait observé, c'est qu'en France, il y a pas mal de boîtes qui sont montées par des ingénieurs, mais à un moment donné de l'étape dans la croissance, c'est que parfois c'est le commerce qui reprend le lead aussi. Encore une fois, c'est pas universel et c'est pas général. Mais en tout cas, je trouve ça vachement intéressant. Et effectivement, généralement, les boîtes d'ingé font des boîtes plus structurées. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien. Et puis encore une fois, il y a aussi des boîtes de commerce qui s'outillent bien et qui se structurent bien. Et je pense qu'on peut pas être... Après, nous, on est 2 ingés, mais on n'a pas travaillé en tant qu'ingénieur. Ouais. Donc, on a fait du conseil en strat. Donc, pour le coup, très baigné avec la culture, mixée avec des gens d'école de commerce. Du coup, on n'est pas les plus ingés des ingés non plus. Ouais, je pense. Très bien. Je fais une petite pause là. Est-ce que dans l'audience, il y a quelques questions, un truc que vous voudriez poser, exprimer? Ce serait vachement bien. Ouais, merci. Oui, j'aimerais savoir, on parle beaucoup d'attraction des talents et de fidélisation des talents. Chez Preto, ça serait quoi la promesse employeur que vous travaillez, vous proposez? Je vais répéter la question pour l'enregistrement. Ouais. Attraction, fidélisation des talents. C'est quoi la promesse employeur de Preto? Ouais, alors c'est une très bonne question. C'est pas quelque chose pour le coup qu'on a formalisé, mais de ce que j'entends, de ce que les gens trouvent chez nous, c'est qu'ils apprennent plein de choses, parce que et en même temps, on en demande beaucoup. La raison pour laquelle les gens apprennent plein de choses, je pense que c'est lié à la transparence qu'il y a dans l'information au sein de l'entreprise. Donc, n'importe qui peut se pencher sur un sujet, une thématique, et même un petit détail un peu technique. On a fait un choix d'un point de vue un peu architecture qui est de permettre à tous les métiers de pouvoir manipuler de la donnée eux-mêmes. Donc on a créé un backbone central, espèce de data lake, et on a organisé l'entreprise pour que au marketing, aux opérations, des gens généralistes soient formés à requêter cette donnée. Et donc la conséquence, c'est que des gens juniors, des stagiaires, ça, apprennent très très vite le SQL, ce genre de choses, et du coup se plongent dans l'analyse, les données, ce genre de choses, et donc ils sortent de chez nous avec une compétence assez forte là-dessus, là où une autre boîte pourrait décider, non, tu as un département data et puis tu fais des demandes de data. Bon, c'est un détail particulier, mais sur tous les domaines, c'est la possibilité d'accéder à l'information de manière libre, et donc nos limites en termes d'apprentissage. Je dirais que c'est ça. Et l'autre chose que les gens apprécient, je pense que c'est les valeurs aussi, qui sont pour le coup vraiment vécues et incarnées par toute l'entreprise. Il y a tes deux collègues qui hochent, tes deux anciens collaborateurs qui hochent la tête à chaque fois. Ouais. Donc soit c'est vrai, soit tu les as bien briefés. Voilà. Ok. Oui, Kitri. J'imagine que du coup, pour impliquer les valeurs, ça se fait dès le début. J'imagine à la fois lors du recrutement et pendant la phase d'onboarding. C'est des process qui sont très longs chez vous. Vous avez expliqué, mais quelques détails dessus. Donc, inculquer les valeurs aux nouveaux, à la fois dans le processus de recrutement et dans le onboarding. Comment tu fais? Alors, donc dans le recrutement, on les inculque pas. Après maintenant, depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, on a créé un mini-site qui explique un peu Inside Preto, et on demande aux candidats d'en prendre connaissance. Mais c'est assez light. On n'éduque pas aux valeurs dans le recrutement.
Dans le recrutement, c'est plutôt, on se pose la question, est-ce que cette personne peut rentrer dans le cadre de nos valeurs, et on invite cette personne à prendre connaissance et à se poser la question, est-ce que je pense que je vais rentrer là-dedans et que ça me plaît, que ça, et ensuite en onboarding, on a une séance de présentation des valeurs, mais c'est surtout par la suite, et c'est du quotidien en fait, la vie des valeurs. Donc voilà, donc c'est assez light en onboarding et en recrutement. Plus fort dans l'action. Et plus fort dans le quotidien. Dans le quotidien, ouais. Suivi de formation, plan de carrière. Ouais, exactement. Suivi, formation, plan de carrière. Ok, Guillaume. Guillaume, merci beaucoup déjà. Sur les valeurs, j'ai une petite boîte qui s'appelle Regatta. Je suis en train de faire un petit travail sur les valeurs dernièrement. Très honnêtement, je ne suis pas un grand fan des valeurs pour différentes raisons. Je trouve que justement, en fait, je me reconnais dans toutes ces valeurs-là. Je me reconnais aussi dans les valeurs. Et en termes de valeurs, c'est très complexe. J'ai deux questions par rapport à ça, pour avoir essayé de les mettre en place. Le premier sujet, c'est à quoi ça nous sert concrètement les valeurs, mis à part le côté des avancées. J'ai l'impression que c'est plutôt, et c'est ce que j'observe en interne, c'est plutôt une manière de processer autour des valeurs, mais vraiment, c'est pas tellement les valeurs en tant que telles qui sont importantes, c'est plutôt ce qui va en découler derrière le process. Le deuxième chose, je suis plus surpris c'est le fait que vous n'ayez jamais changé les valeurs. C'est-à-dire que l'environnement évolue par lui-même, de deux côtés. Les salariés de l'environnement tel, et au départ, c'est sur besoin. Je n'arriverai jamais à reformuler cette question. Bonjour, je m'appelle Guillaume de Regatta. Non, mais ce que tu interroges, c'est à la fois le rôle des valeurs dans l'organisation et sa durée de vie aussi, dans le temps. Et... Ouais, ça c'est pas tellement... Oui, non, mais le rôle des valeurs, c'est est-ce que le plus important, c'est les mots ou ce qui en découle, quoi, quelque part. En fait, de manière opérationnelle, qu'est-ce qui en découle de ça? Parce que finalement, les valeurs en tant que telles, moi, en tant que porte-valeur, je ne crois pas trop. Peut-être que je me trompe. Mais... Tu te trompes. Le mec a levé 30 millions, tu te trompes. Bah, merci beaucoup. Alors, je vais parler de la deuxième question, pourquoi ça ne change pas et qu'est-ce que ça veut dire le fait que ça ne change pas. Et après, je reviendrai sur sur la première partie. Alors, on s'est posé la question à un moment de les changer. En fait, on les avait définies, écrites, début 2017 ou mars, avril 2017, quelque chose comme ça. Et septembre 2019, on a fait notre premier off-site, donc un événement all company où on était peut-être 60, 70. On l'a tourné autour des valeurs et on a interrogé la stabilité des valeurs. Donc on l'a fait assez simplement. Déjà, on a sondé les gens en amont pour savoir s'ils les connaissaient, les valeurs, s'ils les reconnaissaient en pratique dans l'entreprise. Les niveaux étaient très hauts. Et si ils pensaient qu'il fallait en ajouter. Donc on a sondé et on a conclu que c'était très marginal les ajouts. Voilà. Donc on s'est posé la question de faire évoluer pour finalement décider de ne pas le faire. Il y avait des choses intéressantes, hein, notamment il y avait la notion de transparence qui n'était pas dans nos valeurs. Et donc, les gens trouvaient qu'il y avait une forme de transparence dans l'entreprise et du coup, est-ce que ça rentre dans les valeurs ou pas? On peut faire de la sémantique à l'infini, mais on s'est dit on peut être une boîte de transparence, même si ce n'est pas dans les valeurs. Enfin, précisément, quand même, sur ce sujet-là, par exemple, on s'était dit... c'est intéressant cet exemple-là. On s'était dit, une valeur, elle doit pas avoir de limite. Alors que par exemple, la transparence, nous, on n'a pas une culture de la transparence extrême. Par exemple, sur les salaires, par exemple, on n'est pas transparent sur les salaires. On essaie d'être lisible, d'être équitable, mais on n'a pas, comme certaines boîtes qui ont érigé ça en principe vraiment très explicite, on l'a pas fait. Du coup, on s'est dit, ça peut pas rentrer dans nos valeurs parce que c'est pas quelque chose qu'on veut pousser le plus loin possible. Donc c'était intéressant, ça a permis d'ailleurs d'avoir ce dialogue-là avec les salariés. Donc, et je pense pour le coup, vu la manière avec laquelle elles sont définies et qu'elles sont tournées vers l'interne, ces valeurs-là,
parce qu'il peut y avoir aussi des entreprises qui définissent des valeurs orientées clients. C'est pas le choix qu'on a fait. Et pour le coup, les valeurs orientées clients, elles peuvent éventuellement plus évoluer en fonction de ton offre produit, du marché. Là, pour le coup, de l'interne, on se dit que c'est quand même assez stable. Et sur la première partie, donc toi, tu te dis, tu crois pas complètement sur déjà la marque employeur. Alors, je rebondis là-dessus. Je pense pas qu'il faille faire des valeurs pour la marque employeur. Nous, d'ailleurs, on a attendu peut-être 5 ans avant de vraiment l'afficher en externe. Et je pense que c'est le bon ordre des choses. Si on se dit, si c'est le recrutement qui vient voir les fondateurs et qui disent il faudra des valeurs parce qu'en marque employeur, ça nous permettrait de recruter, je pense que c'est prendre le truc à l'envers. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est pas un truc de marque employeur. C'est un truc de vraiment tout fonctionnement interne et si ça transpire en marque employeur pour des bonnes raisons, c'est très bien. Ensuite, tu dis concrètement, ça sert à quoi? Vraiment, je vais te donner des exemples précis. Je suis pas quelqu'un de négatif, mais des exemples hyper marqués, c'est dans des cas négatifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est quand tu as par exemple la responsabilité. La responsabilité, donc c'est une de nos valeurs. On a été confronté à des commerciaux donc qui sont chargés de suivre un portefeuille de clients. Et nous, pour la boîte, des trucs hyper basiques, on a besoin de stimuler les reviews clients sur Internet. Maintenant, on en a plus de 8000, 4,8 sur Trustpilot. Enfin, c'est tarte à la crème quand tu fais du business sur Internet, mais tu as besoin de faire ça, quoi. On a été confronté parfois à des commerciaux qui disent non, c'est pas mon boulot de faire ça, je peux payer pour ça, pourquoi je le ferais, tout ça. Hop, on laisse le truc retomber. Au final, ça décante et on se dit c'est irresponsable. Donc, on va se parler clairement. T'es pas dans les valeurs si tu réfléchis comme ça. Et si tu le comprends pas, tu partiras. Tu vois. Et quand, du coup, tu arrives à relier des demandes ou des missions ou des consignes de l'entreprise, type l'équipe commerciale, il faut qu'il fasse des reviews, à des valeurs, et que quand les planètes s'alignent pas, ça va jusqu'à cette personne-là, on a décidé de s'en séparer. Pour ça a énormément de poids dans l'esprit des gens, quoi. Et les gens qui sont dans le truc, ils trouvent ça trop bien que les valeurs, ça serve jusqu'à aller faire des choses simples mais très nettes de ce type-là. Et puis, encore une fois, c'est clivant. Il y a des gens qui vont se dire ouais, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, quoi. Et c'est très bien. Si tout le monde se reconnaît pas, ouais, c'est tant mieux. Je rebondis juste pour conclure, merci beaucoup, je suis en phase. Et c'est vrai que dans le jargon startup, il y a beaucoup de choses pour et pas beaucoup de choses contre. En fait, l'exclusion, c'est complètement un motif de voir si ça fonctionne. C'est beaucoup plus précis que de dire en fait, on va tout le temps être. Ouais, moi, je pense que les vrais révélateurs, c'est quand il y a des problèmes. Très bien. Merci, Guillaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. Comment on communique en temps d'un peu de crise, ou en tout cas dans un contexte un peu incertain auprès d'équipiers qui évidemment doivent se poser des questions quand ils regardent les actus le matin, quoi. Ouais, tout à fait. Certains se posent des questions, d'autres qui sont vraiment au contact du marché sont même confrontés à des difficultés. Donc là, c'était hyper naturel pour nous d'être transparent. Donc ça passe par de l'explication assez claire, à la fois de nommer les problèmes, quoi. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que ça implique, et toujours quand même donner de la perspective sur l'étape d'après, la suite. Donc trouver le bon équilibre entre on reconnaît les problèmes et on donne la perspective sur pourquoi ça s'améliorera, ça s'améliorerait, et on essaie d'être assez franc
sur il y a 3 mois, notre anticipation, c'était que ça et ça allait se débloquer. On a eu raison sur ça et ça, et pas sur ça. Ça crée de la confiance. Et sinon, c'est aussi des actions concrètes. Par exemple, pour les commerciaux, nous, on a abaissé les seuils de déclenchement de certaines primes dans un contexte un peu ralenti pour conserver les gens et l'engagement. Voilà. Donc, c'est pas mal de transparence et d'explication. C'est un plan d'action. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous avez structuré une réponse face à un contexte. Ouais. Très bien. Quelqu'un a une autre question? Allez, tu as Laura. Sur l'aspect culture d'entreprise et création de cette culture d'entreprise, quel conseil tu aurais envie de te donner pour toi des années de création de cette culture? Je vais te laisser reformuler la question. Ouais. Quel conseil j'aurais envie de me donner au tout début de la boîte sur le sujet de la culture d'entreprise? C'est une très bonne question. Alors déjà, formaliser les valeurs. Ce qui est intéressant, c'est que on a eu la chance, nous, de s'entourer très tôt de 2 personnes, des 2 leaders tech, très tôt, CTO et VP of Engineering, qui avaient plus d'expérience dans des boîtes de croissance que nous. Il y en avait un qui avait déjà monté une boîte, un autre qui avait été dans des startups. Et du coup, c'est un peu eux qui nous ont stimulés sur l'impératif de structurer ces choses-là au début. Ça me serait peut-être pas venu comme ça. Donc, on a été assez chanceux là-dessus. Donc, déjà, je redirais, il faut formaliser ces choses-là tôt. Et qu'est-ce que je dirais en plus? Peut-être que on aurait pu en faire encore plus sur la culture, parce que donc là j'ai parlé des valeurs, mais la culture, je pense que si je devais refaire, je formaliserais encore plus les choses. Je sais qu'il y a des boîtes qui ont créé des culture books, des choses comme ça, et je pense que c'est bien. Donc c'est sur des choses comme comment on structure un meeting, des choses autour de la productivité en réunion. C'est pas des trucs purement culturels, culture et pratique, mais culture et pratique, parce que je pense qu'on a un peu ramé sur ce genre de sujet en se disant, parce que des choses qui nous paraissaient évidentes en fait et ça ne l'est pas, et je pense que ça on aurait pu plus le formaliser pour créer quelque chose d'un peu plus radical que ce qu'on a fait. Très bien. Une autre question? Non? Moi, j'en ai une autre. À la limite, on peut poursuivre dans cette truc-là. Donc, tu t'adresses à ton toi de 2017. Tu as d'autres conseils à lui donner? Tu as des trucs que tu aimerais bien qu'il retienne plus vite, plus fort? Oui, sur le recrutement. Quand on te le dit que le recrutement, c'est hyper important et tout, mais quand tu n'as pas fait les conneries, tu le comprends pas assez bien, quoi. Ces trucs du genre comment faire des prises de référence, surtout sur le début. Le début, t'as 0 brand name, donc c'est hyper dur de recruter. C'est hyper dur, surtout sur des métiers que tu connais pas. Nous, c'était des commerciaux au début. On était comme des poules face à un couteau, quoi. Et là, t'as envie d'aller vite et tout, donc. Ouais, moi, ça serait vraiment comment tu fais pour être sûr de bien recruter. Au début, je faisais pas de prise de référence, par exemple. C'est suicidaire. Et ensuite, il faut bien les faire. Il faut savoir comment creuser et tout, trianguler des trucs et tout. Voilà. Donc, ça serait l'impératif sur la qualité du recrutement. Et du coup, ça passe par aller parler à des gens qui peuvent te faire apprendre de leurs erreurs, quoi. Ouais, parce que finalement, je rebondis là-dessus, mais pour moi, comme pour beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses que je croise, tu as l'impression que les messages, ils existent, tu vois. Ces bons conseils, ils existent en permanence. Je pense qu'il y a deux difficultés. Il y a faire la différence entre le bon conseil et le mauvais conseil. Ce qui est pas bien. Alors, tout le monde a la blague dans la tête. Ouais, il y a le bon conseil et le mauvais conseil. Mais il y a aussi le fait que, en fait, c'est vachement dur
d'assimiler un conseil quand toi, tu n'as pas vécu le truc, quoi. Ouais. Qu'est-ce que... Je n'ai pas encore craqué le machin, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux entendre les bons conseils? Tu vois, qu'est-ce qui... Là, tu parlais, tu disais, finalement, se confronter à des gens qui ont plus d'expérience, ou en tout cas d'expérience. Qu'est-ce qui pourrait être d'autres moteurs là-dessus Bah, une des solutions... Enfin, je pense qu'il y a rarement de mauvais conseils, mais par contre, il y a une hiérarchie à faire et tu entends un océan de choses, et si ça se trouve, comment tu arrives à identifier les 3 trucs qui sont absolument capitaux et les choses qui sont un peu plus secondaires. Je pense que là, de s'entourer de quelqu'un type mentor ou quelqu'un qui serait business angel, mais qui serait vraiment à tes côtés, qui est là pour te dire des trucs durs, quoi, pour te challenger, pour te mettre des tartes un peu au début, ça, je pense que c'est important. Parce que sinon, si c'est juste des gens, des copains ou des trucs comme ça, que tu croises, une nana que tu croises, ils ont pas trop envie de t'embêter, tu vois. Alors qu'il faut t'embêter sur les trucs chiants, quoi. Donc ouais, je dirais trouver un mentor dont tu te dis il est pas là pour te faire plaisir, quoi. Il est là pour te mettre les yeux en face des trous. Ça, c'est intéressant. Nous, on l'a pas eu, en tout cas pas d'un point de vue suivi un peu quotidien. Les fonds, les investisseurs n'ont pas eu ce rôle-là, ou en tout cas. Non, c'était un peu plus lointain. Ouais, c'était un peu plus lointain, Okay. Voilà. Après, c'est pas facile de trouver quand t'as pas de réseau, quand t'es pas connecté au début, de trouver des gens comme ça, c'est pas évident. Mais tu l'as dit toi je parlais de ton lead tech là, qui a amené beaucoup d'expérience, d'expertise. Enfin, ça, on le répète jamais assez, mais la capacité à recruter meilleur que soi, ça c'est assez fondamental. C'est hyper difficile, quoi. Mais ça, c'est ce que tu formalisais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire aller chercher de la compétence, de l'expérience que toi tu n'as pas pour compléter le dispositif, quoi. Ouais. Et là, on a eu de la chance parce que pour le coup, quand on était donc 2 fondateurs non techniques, et on s'était dit on va chercher de la compétence technique, donc CTO et VP of Engineering. Au début, on allait les chercher pour le hard skill, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que ils ont apporté en fait de la richesse culturelle parce qu'ils avaient été dans des startups, alors que nous on venait du monde du conseil. Et c'était un peu le coup de bol, quoi. Ouais, bon, on n'est pas à l'abri d'un coup de bol, quoi. Ouais. Okay. Et Pierre, tu es quand même Pierre en mentor, il t'a pas mal aidé. Pierre Kosco-Morizet, il est investisseur. Après, il est très occupé, donc on n'avait pas un contact sur des problématiques, comment tu recrutes un commercial ou des trucs comme ça. C'est pas ce niveau-là d'échange qu'on a eu avec lui. On aurait peut-être pu solliciter plus. Ça serait peut-être faut peut-être plus oser, je sais pas. Mais en pratique, c'était un peu plus espacé comme interaction. En tout cas, il faut aller le chercher, le conseil. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser la dernière question? Alors, vous êtes 2, vous êtes morts. Vas-y. Allez, on essaye. Tu reformules? Tu as l'air hyper bon. Donc la question c'est, on a parlé pas mal des valeurs internes et comment on les a créées, comment on les a fait vivre. La question c'est, est-ce qu'il y a un processus un peu similaire pour déterminer les valeurs orientées clients Ouais, pour travailler Ouais, c'est presque les valeurs au service de la com, du marketing, enfin en tout cas de l'expression d'un positionnement marketing, quoi. Alors ça, donc nous, à la base, on n'est pas trop des marketeurs et des communicants, donc c'est pas quelque chose qu'on a fait très tôt de manière professionnelle, ça. C'était assez
à la mano, le début de ça. Donc notre communication, elle était très fonctionnelle sur le simulateur. Ouais. Voilà. Et ensuite, on a fait 2 exercices ou un exercice, je sais plus, où on s'est dit, là, il faut faire un exercice de plateforme de marque, et on a pris une agence qui nous a fait réfléchir sur notre positionnement, ce qu'on a envie de projeter et tout. Donc quelque chose d'un peu plus, un peu plus neutre, quoi. Ça a été utile? Ouais, ça a été utile. On a fait, je pense qu'on a émergé raisonnablement bien. Après, en delta par rapport à l'amour de ce qu'on a fait en interne, je pense que c'est un peu plus neutre, quoi, ce qu'on a fait pour l'externe. C'est un peu plus comme d'autres boîtes, quoi. Tu te dis, il faut communiquer, donc on prend une agence et tout. Votre CMO, ou en tout cas l'expertise market, elle est venue quand? Alors, donc ça, c'était la première version de cette réflexion marque. Et par contre, plus récemment, depuis maintenant 1 an et demi, on a un CMO qui s'appelle Philippe Mineur, qui est vraiment très bon. Et pour le coup, là, c'est la première fois qu'on a vraiment internalisé une réflexion marketing et qui est assez profonde, beaucoup plus profonde que ce qu'on a fait jusqu'à présent, et qui donne lieu, notamment très récemment, à un repositionnement autour de la transparence. Donc, ça nous a amené à prendre du recul sur vraiment les besoins clients et ce que nous, on veut offrir. Et ça a été, on va dire, tiré par une réflexion marketing, mais au final, ça refond tout notre processus commercial. Et il y a quelques semaines, là, on a lancé un nouveau positionnement où on passe tout en visio avec partage d'écran, des outils de l'expert et tout, pour faire plus de transparence. Donc plus récemment, grâce à un exécutif dont c'est vraiment le métier, là, on fait quelque chose qui nous ressemble vraiment. On va être en retard, mais je vais te laisser. Non, t'es sûr? Faut qu'elle soit pertinente, tu vois, c'est la dernière, quoi. Ouais, simple en fait, hein, c'est la next step des projections, mais je voulais poser la question par rapport au collaborateur idéal, puisque les comportements, bien sur les valeurs, en fait, ils évoluent aussi par rapport au comportement candidat. Le Covid est passé par là, mais il s'est passé pas mal de choses, et sur le sens, notamment l'utilité, etc. Donc, quelle est la next step au niveau des ressources, et les collaborateurs idéaux, et est-ce que vous êtes adapté, vous avez mis les choses en place sur ce sujet-là, en fait, au niveau RH? Alors, je ne sais pas trop répondre directement à la question. Ce que ça m'évoque, en tout cas, ce thème-là, c'est que les périodes plus compliquées de stress, Covid, là, le marché qui est compliqué et tout, pour moi, ça renforce en fait la qualité et les liens dans l'entreprise. Et donc, je sens et je perçois que l'engagement collaborateur, l'attachement aux valeurs, à la culture, en fait, il se renforce, ce qui est un peu paradoxal parce qu'on est plus gros, ça pourrait se diluer, et en fait, je trouve que ça se renforce. Et du coup, pour répondre un peu plus précisément sur le collaborateur idéal, justement dans un contexte compliqué, on voit des comportements et des attitudes hyper positives de solidarité, d'explication de leur engagement à l'entreprise, qui finalement, dans une période où tout va bien, où il n'y a aucune question qui se pose, ça se voit moins, c'est moins révélé. Et donc je pense que c'est aussi des phases qui existent dans toutes les entreprises. Nous, on est dans un marché un petit peu cyclique avec l'immobilier, donc on a l'opportunité d'en avoir, je pense, tous les 7-8 ans, des phases comme ça. En fait, c'est assez positif au niveau de la proximité aussi entre les gens. Top, merci pour cette conclusion. On a 4 minutes de retard, mais vous me pardonnerez. Merci beaucoup, c'était top. Merci à vous. Vu de ma fenêtre.
Et merci la petite équipe d'ici lundi qui a permis d'organiser ça. Merci Marion, voilà, qui a aussi entremis ce truc-là. Merci ma mère, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Allez, bye bye. Salut, merci.